Donc bonjour à nos auditrices et auditeurs de l'ETS qui sont ici pour nous écouter pour le second volet d'Ingénieur 3.0 en podcast ISF, section ETS. Donc aujourd'hui nous allons aborder le thème de la reprise de contrôle sur ses émotions. Donc comment rester calme et imperturbable face aux différentes tempêtes de nos vies, comme par exemple lorsque l'on recherche un stage, lorsque l'on recherche un nouvel emploi, lorsque l'on fait de l'entrepreneuriat ou lorsque l'on fait face à des difficultés en entreprise, comme par exemple du manque de respect. Donc aujourd'hui je suis avec Paul et nous avons un invité de marque spécialisé en PNL, donc Mario Bouffard. Bonjour Mario. Allô. Allô. Ça va? Oui, ça va bien et vous? Très bien, très bien. Je dirais dangereusement en forme. Ouais. Vous êtes prêts pour aborder ce podcast avec... Tout à fait, oui. Déjà, bienvenue à l'ETS. Mais oui. C'est bien l'ETS. Ouais. Hein? Vous êtes président, vous êtes l'ancien, pour rappeler aux auditeurs, vous êtes président, un ex-président du réseau ETS entre 1988 et 1990. Exact. Ouais. Puis j'ai travaillé comme au membre du CA de 85 à 88. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait de revenir alors là pour... C'est vraiment, c'est merveilleux. C'est impressionnant de voir le chemin parcouru. Ouais. C'est vraiment, c'est incroyable. Ouais. C'est mieux que les Jeux Olympiques. Oh. Alors là, l'ETS évolue avec son temps. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Parce qu'on regarde le nombre de diplômés en 1980, quand moi j'ai gradué, c'était alentour de 40. Oh. Maintenant, c'est plus 1000. Ouais. Beaucoup d'ingénieurs. Oui. L'ETS produit beaucoup d'ingénieurs par an au Québec. Tout à fait. Je pense que c'est la deuxième université au Canada. Et les ingénieurs de qualité. Oui, c'est sûr. Les ingénieurs d'application. Nous autres, ce pas des chercheurs, c'est des trouveurs. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on doit, en plus de la compétence technique, on doit tout faire pour avoir un ingénieur complet, un ingénieur 3.0. Oui, tout à fait. Qui maîtrise aussi les compétences transversales, savoir-vivre, savoir-être, leadership, confiance en soi. Oui. C'est exactement ce qui est mon centre d'intérêt plus spécifique. Ayant passé à travers les fonctions techniques, on voit à un moment donné qu'il y a des limites à la fonction technique. Techniquement, les processus, ça fonctionne très bien. Je veux dire, on peut gérer en fonction des résultats. La technologie est super puissante. Sauf que quand vient le temps de travailler en groupe, en équipe, c'est là que ça se complique un petit peu. Parce que notre perception du monde peut varier. Chacun a sa propre vision du monde. Et là, la capacité d'intégrer ces différentes visions-là, c'est ça qu'on appelle le leadership, finalement. Ouais. Parce que si c'était facile, il y aurait juste une personne qui ferait tout, tu sais. Mais vous regardez les conseils d'administration, il y a plusieurs spécialistes. Il y a un comptable, il y a un directeur des opérations, il y a un directeur de l'ingénierie, il y a des gens de RH, il y a des gens un peu partout. Pourquoi? Parce que la réalité est complexe. C'est dur de résumer ça tout dans une tête. Et oui. Et donc, comment vous êtes passé du génie à là où vous êtes arrivé aujourd'hui pour montrer un peu cette complexité? C'est que moi, j'étais à Hydro-Québec. J'ai terminé d'ailleurs. Présentement, je suis comme en pré-retraite. Oh, excuse-moi, oui. Le micro. J'étais hypnotisé par votre présence. Merci. C'est ça, j'ai travaillé à Hydro-Québec et j'analysais les événements, les accidents. Parce que j'ai une formation technique, mais après, j'ai fait un deuxième cycle en santé et sécurité à l'Université Laval. Oui. Et c'est là qu'à Hydro-Québec, moi, j'ai eu un poste de chargé de développement en santé et sécurité. Puis, une des fonctions, c'est d'analyser l'ensemble des événements de l'entreprise de façon globale pour voir les causes principales. Puis, quand on analysait les accidents, on s'aperçoit vraiment que sur le plan technique, écoute, on est fort, on est bon, on a des bonnes méthodes de travail, ça fonctionne bien. Techniquement, c'est parfait. Sauf que quand tu intègres des individus, des personnes dans la chaîne de production ou de développement, il y a comme une volatilité qui s'installe. Oui. Le facteur le plus volatile dans l'équation, c'est l'être humain. Oui. Et lui, ben, ça dépend qu'est-ce qu'il a vécu, ça dépend qu'est-ce qui arrive dans sa famille, ça dépend de plusieurs variables. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, ouais, techniquement, c'est solide, mais il arrive quand même des accidents. Comment faire pour prévenir
Parce que notre unité, c'est le service prévention. Comment faire pour prévenir? Pour prévenir, il faut être capable de voir la réalité comme les employés la voient. Pas comme le directeur la voit ou comme l'ingénieur la voit, mais comme l'employé qui va exécuter la tâche. Et c'est ça qui m'a intéressé à tout l'aspect subjectif. Parce que dans la loi santé et sécurité, c'est bien précisé que l'employé qui évalue ou qui pense ou qui perçoit un risque dans son travail peut arrêter, avoir un droit de refus. Oui. Et comment on fait alors pour savoir comment l'employé pense Ah oui, c'est là qu'on appelle les ingénieurs. Pour objectiver les risques puis démontrer que les risques sont là. Idéalement, on doit réduire les risques à la source ou les éliminer, mais des fois, c'est pas possible. Parce qu'il faut quand même alimenter les hôpitaux, il faut alimenter bien des choses. Donc, il y a un risque. Et la façon de le faire, c'est démontrer qu'on gère les risques de façon correcte. Ah oui. Une fois que ça s'est démontré, la perception de l'employé peut rester un peu. Il m'a dit, regarde, nous, là, techniquement, c'est parfait. Si tu suis la méthode. Ouais. Donc, il faut impliquer l'employé. Il faut le convaincre, finalement, de suivre la méthode. Parce que souvent, il dit, ouais, mais ça, c'est trop, me semble. On pourrait enlever cette étape-là, ça fonctionnerait pareil. Oui, mais tu augmentes les risques. Ouais. Donc, l'idée, c'était d'intégrer la fonction santé-sécurité à travers les méthodes de travail, en faisant participer les employés et le syndicat. Ouais. Et c'est ça, finalement, la partie subjective, parce qu'à l'ATS, on apprend la partie objective, oui. scientifique. De manière globale, dans les universités, c'est la partie objective. Ah, tout à fait, oui, c'est effectivement. Oui. C'est vraiment là-dessus qu'est mis toute la formation. La dernière fois, la directrice parlait de ça, Mme Cathy, oui. Justement, qu'il y a trop d'accent mis sur les savoirs et les savoir-faire. Pourtant, il y a cette autre partie-là, les savoir-vivre, qu'il faudra aussi intégrer dans la formation. Oui. C'est ça, parce qu'on parlait de savoir-être puis savoir-vivre. Le savoir-être, c'est un état. Hein? Oui. Être, un verbe d'état. C'est là que la programmation neurolinguistique arrive. Ouais. Les mots que l'on utilise pour décrire notre perception de la réalité démontrent aux gens qu'on parle où se constitue dans la perception. On est-tu plus près des faits ou si on s'éloigne, c'est plus émotionnel ou c'est plus biaisé? Il peut y avoir de la distorsion dans notre perception. Je vais rappeler aux auditeurs que M. Mario Bouffard est coach en PNL. C'est quoi la PNL? La PNL. Comment on quitte d'ingénieur en génie pour se retrouver dans la programmation neurolinguistique? Oui, tout à fait. On aimerait bien comprendre ça. Oui. Ouais. En premier, on va définir programmation. L'être humain, il est conçu dans son cerveau avec des programmes. En fait, on est comme, entre guillemets, robotisé. On a tous des programmes qui sont individualisés, mais des programmes qui contrôlent tout ce qui est automatisme. Oui. Donc, on appelle ça l'aspect automatique, la respiration, la circulation sanguine, la température du corps, la digestion. C'est tous des procédés qui sont automatisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être conscient pour que ça se fasse. D'où souvent l'appellation de processus ou procédé inconscient. L'être humain, il y a deux grandes parties dans son cerveau. Une partie consciente, qui est la partie qu'on utilise quand on est en communication ou quand on réfléchit ou on fait des calculs. Il y a une partie inconsciente qui fait l'entretien de tous les systèmes internes de l'être humain. Donc, c'est ces deux parties-là qui sont bien importantes au niveau de la programmation. Et la programmation inconsciente, elle consiste à peu près 90% de toute l'énergie qu'on a dans notre tête. 90? Oui, il reste 10% pour notre cerveau. Intéressant. Notre conscience. Oui. Parce que c'est une machine humaine, hein, je veux dire, c'est une machine biologique. Oui. Et il faut qu'on l'entretenir. Elle se répare tout seul, en plus. Ce qui est incroyable, ça. On n'a pas réussi à inventer des machines encore qui se réparaient tout seul, mais le corps le fait. Lorsqu'on se blesse, par exemple, exactement. Le corps s'auto-répare. Oui, tout à fait. Il n'y a qu'une machine qui peut le faire. Non, pas encore. Peut-être dans le futur, mais présentement, c'est pas connu. Donc, ça, c'est la programmation. C'est tous les programmes qui existent à l'intérieur d'une personne.
Programme conscient. Comme quand je lis, je suis conscient que je lis. Oui. Quand je conduis un véhicule, je suis conscient que je conduis, surtout au début. Mais une fois que je suis habitué, que j'ai fait bien des kilomètres, ça fait 2-3 ans que je conduis, je suis l'automatique. Mon inconscient prend la relève, puis il conduit. Je suis parti de Sherbrooke, j'ai monté à Montréal, puis ça a pris, je sais pas, 2 heures, 1h30, 2 heures, puis tu me dis que je ne sais pas. Ouais. Justement, quand on conduit, souvent, on est dans l'auto et on commence à penser à un problème ou un projet. Exactement, oui. Mais on se rend compte qu'on est à l'entrée de sa maison déjà en train de... On a fait tout le stop, on a fait tous les virages, on a tout fait sans être conscient. Exact. Ça montre la puissance de nos programmes inconscients. C'est un programme qu'on a installé progressivement 1 an, 2 ans, 3 ans. Le programme a pris le temps de s'installer. Oui, ça prend un certain temps. Il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres. Oui. Mais il y a des gens qui, écoute, 6 mois, ils sont déjà sur l'automatique. Hein? Oui. C'est qu'ils ont rentré l'information rapidement, puis c'était compatible avec les programmes qui existaient déjà. Parce que des fois, on a des programmes qui se combattent entre eux autres. Puis c'est ça qui crée tous les problèmes qu'on rencontre en communication. Oui. C'est pas compatible. Un peu comme des logiciels qui sont pas compatibles ensemble. Entre 2 personnes, je veux bien comprendre. Oui, entre 2 personnes, et parfois même à l'intérieur de soi. Oui. Il y a comme 2 centres qui essaient d'attirer l'attention, puis là, on est polarisé dans une dimension ou dans l'autre. On appelle ça un phénomène d'oscillation. Je dis oui, je dis non, je sais-tu pas. Oui. Tu rentres dans un phénomène d'oscillation. Oui, un peu comme dans les films, il y a 2 voix. Il y a un petit là qui a les cornes rouges, oui. Qui allonge à côté, ne fais pas ça, l'autre dit vas-y, fais-le. Oui. Fais pas ça, l'autre fais-le. Tout à fait. Oui. Les 2 existent. Oui. Neuro, c'est pour nos neurones, notre cerveau. Notre cerveau, lui, utilise les programmes. Puis dans les programmes, il y a les programmes de base qu'on pourrait dire, c'est comme visuel, auditif, kinesthésique, ce que je ressens dans mon corps, ou olfactif, ce que tu goûtes. Oui. Mm-hmm. Donc, c'est des programmes de base, tout le monde a ça. Je veux dire, ça vient avec le kit de naissance. Oui. Et ça évolue dans le temps aussi, parce que notre corps se développe. Fait que les programmes se développent avec l'environnement dans lequel il évolue. Oui. Donc, c'est tout l'aspect, je dirais, là, un peu plus digital du cerveau. Oui. Programmation neuro-linguistique, c'est la langue. Les mots qu'on utilise, nos structures de phrases, notre précision, notre imprécision sur des mots, sur des concepts. On sait, par exemple, que les ingénieurs ont une programmation très, très détaillée et qui sont une dominance visuelle. Oui. Parce qu'ils font des calculs, ils font des dessins, ils ont le souci du détail, ils calculent quel chiffre après le point. Tu sais, oui. Donc, ça prend un programme détaillé. Il y a d'autres professionnels qui ont des programmes plus méta, plus global. Si on pense, par exemple, aux avocats, aux politiciens, tous les professionnels plus publics, ils ont des programmes plus globaux. Comme moi, par exemple, quand je suis arrivé à l'ETS, c'était un peu plus dur parce que moi, j'ai un programme plus global. C'est bon pour le leadership. Ouais. C'est bon pour intégrer les gens. Oui. Mais quand tu fais un calcul différentiel intégral, puis une réponse, il faut que tu arrives à la bonne. Ça, c'est un programme détaillé, très détaillé que ça prend. Oui. Ça fait que les 2 existent. Donc, ça, on appelle ça PNL, programmation neuro-linguistique. D'accord. Et en pratique, comment on fait pour être un coach PNL? Est-ce qu'on apporte du bonheur dans la vie des gens? Oui, c'est ça. Premièrement, ça commence par beaucoup d'efforts. Il y a une formation de 1000 heures à faire. 1000 heures, oui. Puis il y a une école ici à Montréal, le CQPNL, Centre québécois de programmation neurolinguistique, qui est sur la rue près de Saint-Joseph. Là. Oui. D'accord, oui. Ouais. Et c'est une des écoles les plus réputées au Québec. Il y a 5 écoles au Québec quand même. Oui. Ah, quand même, oui. Mais en 2006, moi, quand j'ai fait mon cours, il y en avait 2. Mais là, c'est un peu multiplié. Oui. Donc, le programme de coaching, ce qu'il fait, c'est qu'il t'amène à prendre connaissance, prendre conscience de tes propres programmes. Parce que, comme je dis, on est sur des automatismes. Oui. Ben oui. Ça fait qu'on ne connaît même pas nos programmes. Justement. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils sont réveillés, nos programmes? Des fois, c'est souvent dans les conflits. Où il y a une charge émotionnelle, paf, ça va heurter un de tes programmes, ou une de tes valeurs, ou une de tes croyances, comme on voit le 2, là. Mm-hmm. Il y a un schéma au tableau. Oui, c'est ça. ça. Ça, on appelle ça, ce schéma-là, ici, on appelle ça
Le diagramme des niveaux logiques. Diagramme des niveaux logiques. La structure interne de notre cerveau fonctionne avec des programmes aussi. Ouais. Mais les programmes, ils ont comme une hiérarchie. D'accord. La première, c'est l'identité. C'est qui suis-je comme personne? En psychologie, ils appelleraient ça, je sais pas moi, le je. D'accord. Je. Donc l'identité, c'est je. Ça s'exprime par quoi, l'identité? L'identité, ça s'exprime, l'identité professionnelle. D'accord. L'identité de sexe. Tu es une femme, tu es un homme. L'identité, je sais pas, moi, tu es quelqu'un qui aime les sports physiques. Ça se manifeste dans tes gènes, premièrement, et dans tes comportements. On va le voir ici, dans tes croyances aussi. Parce que si tu crois que tu es une personne qui est robuste, puis qui est intelligente, puis qui a des croyances très positives, même si tu frappes un obstacle, c'est pas grave, regarde, un obstacle, tu sais. Tu penses à toutes les fois que tu as réussi. Oui. C'est une croyance positive. Et la croyance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va chercher dans l'environnement des éléments d'information qui viennent réconforter sa croyance. Ça fait que si tu as une croyance positive, tu es excellent, tu es bon, tu vas aller chercher l'information qui va prouver que tu es bon. Dans la vision, dans la croyance, si je crois par exemple positivement, mon esprit ou mon cerveau va aller chercher les éléments qui vont renforcer ma croyance. Exactement. Et si je crois négativement aussi, mon esprit va aller chercher tous les éléments pour que je renforce ma croyance négative. Tu es programmé pour aller chercher ce genre d'informations-là. C'est pas que l'autre information n'existe pas. Elle existe, sauf que tu retiens juste celle qui vient réconforter ta croyance, qui vient démontrer ta croyance. D'où la puissance des croyances. Et les croyances, ils sont subjectives. Tes croyances sont aussi bonnes que les miennes. Toi aussi. Tu ne peux pas prouver que ma croyance est meilleure que la tienne. Ouais. La preuve, c'est que vous êtes vivant. Donc, elle a assuré la survie. Puis elle vous a même aidé à vous développer. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Ben oui. D'où, c'est ça qui est l'enjeu, un enjeu principal d'intervention en coaching, c'est les croyances. Et on peut changer notre croyance? Ah, tout à fait. Pour faire ça, ben, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on va aller chercher une exception. C'est comme l'exception qui confirme la règle au début. T'sais. Puis là, on amène la personne à observer dans son environnement des éléments d'information factuelle qui viennent challenger la croyance. Puis le coach, lui, est là, puis il met le focus sur quelque chose d'autre que la croyance. Il dit, regarde, il est supposé tel événement, là. T'es sûr que tu es condamné au succès, tu sais? Oh, il est arrivé autre chose, tu as manqué ton coup, là. Oui, mais regarde, c'est du raffinement, tu sais. La croyance, elle ramène toujours pour conforter ta croyance. Fait que le coach, il faut qu'il soit là, puis qu'il soit centré, puis il dit, regarde, fais une fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être que tu es excellent, mais peut-être une petite piste d'amélioration, tu sais. Fait que là, tu régrandis graduellement le champ perceptuel de cette croyance-là. OK. Parce qu'en fait, le développement, c'est ça. Oui. Puis, et on peut le faire à tout âge. Oui, tout à fait. Non, c'est un processus continu jusqu'à la mort. Oui. Chaque jour, tu te développes un peu. Des fois, tu t'en rends pas compte. Chaque jour, il arrive un événement nouveau, quelque chose de nouveau, une perception différente qui vient renforcer ou freiner une croyance. Mais le développement humain, c'est ça. Ça passe pas par l'extérieur, ça passe par l'intérieur. L'ouverture se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Puis pour s'ouvrir, ben c'est simple, c'est que faut pas que tu perçoives trop de menaces. Justement. S'il y a des menaces dans l'environnement, qu'est-ce que tu fais? Tu te protèges. Tu te barricades, tu t'éloignes. En santé et sécurité, on dit, tu gères ton temps d'exposition. Par rapport à la source. Tu ne peux pas contrôler la source, l'événement est là. Oui. Mais tu peux contrôler ton temps d'exposition ou la distance par rapport à la source. 2 paramètres qui sont gérables. Ça fait du sens? Très bon. Oui, ça fait vraiment du sens. C'est très instructif, là. Ouais. Les capacités, les comportements. Ah, les capacités, bon, mais quand tu as des croyances positives, c'est plus facile de développer des capacités. Tu vas aller chercher les bras de levier. Ici, je pense, mettons en santé et sécurité, on va parler des méthodes de travail sécuritaire. Tu vas mémoriser la méthode, puis tu vas être capable de l'appliquer. L'appliquer, c'est le comportement. C'est la partie visible. C'est ici qu'on peut dire que ça, c'est invisible. C'est à l'intérieur de la personne. Puis ça, c'est visible.
Les comportements, on les voit. On peut les mesurer, on les observe, on peut les entendre. Donc, c'est quelque chose de concret sur lequel on peut vraiment, objectivement, analyser. On peut vraiment les analyser comme n'importe quel autre facteur scientifique. Et comment on les analyse Ben, on va voir si, mettons, la méthode de travail a dit que tu dois mettre ton cadenas de sécurité sur tel système. Tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est binaire, tu sais, des fois. D'accord. Ouais. Ou une posture ergonomique, tu sais, il y a des gens, ils travaillent dans un bureau, ils ont une chaise, puis on ajuste le siège ergonomique bien comme il faut, puis là, tu vois qu'ils sont par en arrière. Je pense que le comportement n'est pas adéquat, tu sais. Oui. Là, j'ai mal au dos, je comprends pas, patron, j'ai mal au dos. Peut-être, je sais pas, peut-être la posture peut influencer, tu sais. Et l'environnement? L'environnement, c'est l'endroit dans lequel tu exerces tes comportements. Il y a des comportements qui sont admissibles dans une école, puis il y en a d'autres qui sont admissibles à la brasserie. Oui. Par exemple, prendre du vin, prendre une bière à la brasserie, c'est un beau comportement, c'est le fun, tu as du plaisir. À l'école, pas sûr. Ouais. Même comportement, environnement différent. Permis ou pas permis. Il y a des règles. Puis les règles aussi, c'est comme des programmes. Finalement, il y a toujours des programmes quelque part. Puis ceux qui travaillent en informatique ou en TI le savent très bien. Hein? Oui. C'est pour ça qu'on a des algorithmes, on a toutes sortes de systèmes qui permettent de gérer l'information. Hein? Oui. Notre cerveau fait la même chose. Dans le fond, quand on fait ces choses-là, on copie ce que notre cerveau fait. Question, interrogation, déception, trop simple. Non, en vrai, c'est riche en informations. Mais pour la notion de comportement, quand quelqu'un va agir de manière positive, par exemple, ça va aussi avoir un impact sur ses collaborateurs ou alors sur les personnes avec qui ils sont. Tout à fait. Ce qu'on observe, c'est que vraiment quelqu'un qui a un comportement positif, premièrement, c'est quelqu'un qui est centré. Quelqu'un qui est centré, c'est comme quelqu'un qui est vertical, comme cette bouteille-là. Donc, à la verticale, tu peux supporter une charge vraiment puissante. C'est ceux qui ont fait c'est les gens de génie civil là, qui font de la structure. Là. Ils voient qu'une poutre verticale, ça peut être une charge incroyable. Tu l'inclines un peu, qu'est-ce qui se passe? Phénomène de flambage. Elle va supporter peut-être 40% de la charge. Oui. Même chose pour la personne. Si la personne est centrée, elle est bien. Elle va supporter plus le stress ou la charge. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand tu es centré et que tu es bien, ce que les gens voient, ils voient que tu es bien. Puis tu dis, hey, il est bien, lui, comment ça se fait? Ça? Tout le monde veut être bien. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit, moi, je veux être mal, je veux être malade, c'est terrible. Non, ils veulent tous être bien. Puis quand tu es bien, il se produit un phénomène électrique. C'est que c'est comme t'induis chez l'autre le bien-être. Mm-hmm. Un peu comme un transfert du bonheur, transfert de la stabilité. Transfert d'état. Un état de bien-être. Pourquoi ça fonctionne de même? Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Parce que l'apprentissage, la méthode d'apprentissage universelle, c'est la modélisation. Et c'est l'outil de la PNL. On modélise ce que l'on voit, ce que les autres font. Et ça commence à la naissance. À la naissance, le petit bébé, là, il a tout à apprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre à marcher. Comment est-ce qu'il fait pour apprendre à marcher? Il observe les autres alentours, ils marchent tous. Oui. Comment ça se fait que moi, je ne marche pas? Hé, moi aussi, je suis capable. Il modélise, il monte sur une jambe, il monte après la chaise. Puis finalement, à un moment donné, il apprend à marcher. Il marche. Pourtant, c'est complexe. Le centre de gravité, il faut que ce soit à l'intérieur d'une certaine enveloppe pour garder l'équilibre, tout ça. Il n'y a pas les équations dans la tête, lui. Mais il marche quand même. Oui. Par modélisation. Et c'est de même aussi qu'on apprend à parler. À 4 ans, 4 ans et demi, les gens parlent. Oui. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est immatériel, une parole. Bien sûr. Et pourtant, ils l'ont appris. Ce que ça nous indique, nous, pour les coachs en PNL, c'est que les gens, ils sont pleins de ressources. Ils ont des ressources incroyables, mais ils n'ont pas accès.
Et le problème, ce n'est pas le manque de ressources. Le problème, c'est l'accès aux ressources internes. Parce qu'ils sont bloqués souvent par des traumatismes, une charge émotionnelle trop élevée, ou une estime de soi trop faible, ou des croyances limitantes. Estime de soi trop faible, croyances limitantes. Croyances limitantes, ou stress. Ou le stress. Une grosse charge émotionnelle due à un événement peut-être passé. Exactement, exactement. C'est ça. On a vu que la complexité de l'être humain, quand même, c'est assez spécial. Puis pour qu'un être humain, on puisse le gérer, ou qu'il puisse se gérer lui-même, on peut utiliser la loi de Pareto. Vous connaissez bien la loi de Pareto? Oui. 80-20. Voilà. 20% de mes efforts produisent 80% de mes résultats. Ça, c'est intéressant, tabarouette. Ça veut dire que je peux mettre 20%, puis je vais avoir 80%. Oui. Ça veut dire que je vais passer ma note sans problème. Je peux avoir un B+. Oui, parce que les étudiants, justement, les stress pendant les examens, beaucoup d'étudiants, d'ingénieurs, on stresse pour les examens. Comment on fait pour utiliser la loi de Pareto? On est en compétition. Oui. Voilà, on est en compétition, mais pour voir comment gérer ça, il faut se donner un modèle. Et nous, on a la chance d'avoir un modèle simple, très simple de l'être humain. Pour avoir un être humain, ça prend 3 choses. La première chose, ça prend un physique. D'accord avec ça? Un physique, oui. Oui, s'il n'y a pas de physique, je parle d'un fantôme. C'est pas crédible. C'est compliqué. Oui, c'est pas bien compliqué. La crédibilité tombe en choc. Il y a une autre chose aussi, c'est que l'être humain, ce qui distingue souvent des animaux, c'est ce qu'on appelle le mental. On a un mental, donc on a tout ce qui est la science, la technologie, que l'être humain a. Les animaux n'ont pas ça. Oui. Okay. Le mental, science, la technologie. Voilà. La connaissance. Surtout en ingénierie, c'est très valorisé. Oui. Et il y a une autre chose que vous avez demandé de parler d'ailleurs dans l'atelier, qu'on appelle, ça vient de bousculer tout le reste, les émotions. Ouais. Oui. Les émotions, c'est le thème. Oui. C'est le thème. Le thème. Ouais. Voyez-vous, c'est le tiers de la personne. Oui. Donc, ça existe, le physique, le mental, puis les émotions, en même temps, dans le même corps. Pas séparés. Oui. C'est ensemble, c'est tout intégré. Puis c'est géré par un centre qu'on appelle le je. Le je, il gère ces 3 paramètres-là de façon continue. Le je, c'est l'identité. On l'a vu un petit peu rapidement tantôt. Oui. C'est lui qui est au top de la pyramide. C'est le PDG de l'entreprise. C'est le PDG. Le CEO. C'est le CEO de l'entreprise. Ouais. Ça fait que lui, ce qu'il fait, il gère la physique. On sait que si on ne gère pas notre physique, qu'est-ce qui se passe? On ne mange pas bien, on a des problèmes de santé, on a mal à la tête, toutes sortes de problèmes. Puis si on ne gère pas nos émotions, qu'est-ce qui arrive? Pas nos émotions, notre mental, bien, on va être dépassé rapidement, parce que tout évolue dans la société. Les cours d'ingénierie évoluent, au sein de l'ajout, on crée des nouvelles disciplines d'ingénierie, tout évolue, c'est exponentiel. Mm-hmm. Il s'est fait plus de recherche et développement depuis l'an 2000 que depuis le début de l'humanité. C'est incroyable. Oui. C'est fou, là. C'est vraiment exponentiel. Et il y a aussi cette bébête-là ici qu'on appelle les émotions. Les émotions. Oui. Et les émotions, pour la symboliser, pour la rendre plus concrète, c'est l'énergie. Oui, l'énergie. Les émotions, c'est l'énergie. Intéressant. L'énergie. Oui, très important. L'énergie n'est pas visible. Non, mais on voit l'effet quand même. On voit l'effet, oui. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que on va vous faire un petit exercice. Est-ce que toi, tu as un auto, Paul? Oui. Oui? OK. On va prendre ton exemple à toi. Ton auto, c'est avec quelle couleur? Noir. Noir. Quelle année? 2016. OK. Est-ce qu'elle est en bon état? Oui. Oui, elle fonctionne. Oui, elle fonctionne. Ouais. Bon, tu vois-tu, là, je fais le volet physique de l'auto. Oui. Si je vais du côté technologique, le mental de l'auto, c'est toute la technologie. Elle doit avoir la climatisée. Oui. Oui. Les vitres électriques. Oui. Oui. Elle a peut-être même un toit ouvrant. Je ne sais pas. Non. Non? OK.
Mais elle a sûrement une radio. Bien sûr. Puis le moteur doit être à injection. Oui. Bon. Fait que là, on commence à travailler la technologie, c'est le mental. Les émotions de ton véhicule, ça serait quoi? Pas une question, hein? Oui, c'est une très bonne question, ça. Les émotions, c'est pas visible, d'abord. Pour un véhicule, ça peut devenir visible, c'est même fluide. Peut-être quand le moteur est en mauvais état, le véhicule vibre, je sais pas. Ça, c'est du son, ça peut créer des émotions chez le conducteur, ouais. Mais là, on reste dans le véhicule. Et les émotions du véhicule, ça a une idée, Maëlys? C'est une bonne question. Hein. Ouais. Là, pour le coup... Pourtant, c'est simple. C'est l'énergie. L'énergie, c'est l'essence. Ah, oui. Ouais. Si tu n'as pas d'essence dans ton véhicule, tu vas aller nulle part. Oui. Même si tu es en parfait état, même si tu as toute la technologie, tu as une Porsche. 2 turbos. 2 turbos, 4 turbos. Oui. Viens la partie, elle ne part pas. Pas d'essence. Oui. Voyez-vous l'importance de ces 3 dimensions-là? Oui. Puis là, même si là, tu fais ton plein d'essence, tu viens de recevoir ta paye, c'est correct que je vais refaire le plein. Ouais. Là, tu es dit top shape. Puis là, je suis prêt, je vois qu'il manque, elle va nulle part encore. Elle n'a aucune utilité. Ça prend quelque chose de plus. Ça prend le jeu de l'auto. Puis le jeu de l'auto, c'est celui qui fait les paiements. Le conducteur. Oui. Lui, le conducteur, il décide où est-ce qu'il va aller, à quelle vitesse il va aller. C'est lui qui décide tout. Il gère tout. Il gère le physique, les émotions, puis il gère aussi la technologie. Tu vois-tu que le jeu du véhicule est complètement différent du reste? Ah oui? C'est un être humain qui est dans l'auto. Donc, il est différent du physique de l'auto, il est différent de la technologie de l'auto, puis il est différent des émotions de l'auto qui est le fuel. Oui. C'est la même chose pour le jeu ici. Ton jeu, il est différent de ton physique. Il est différent de tes connaissances, puis il est différent de tes émotions. Mais c'est lui qui gère. Très intéressant. L'identité de la personne. Tu vois-tu qu'elle supervise tout ça? Fait que l'analogie permet de vraiment se dissocier du monde physique, mental et émotionnel. Tu es au-dessus. Donc, si je comprends bien ma personnalité, oui. Bon, mon jeu, il n'est ni mon physique, ni mon mental, exact. Ni mes émotions, exact. Qu'elles soient positives ou négatives. Exact. La preuve, c'est que si je te dis, pense à ton physique, tu peux voir ton physique? Oui, je peux le voir. Hein? Si tu peux voir ton physique, c'est que tu es différent de ton physique. Si tu penses à tes connaissances, tu peux voir les livres, tu peux voir des connaissances. Ouais. Donc, tu es dissocié des connaissances, tu vois les connaissances. Tu vois les équations, tu vois les processus, tu vois toutes ces choses-là. Puis, tes émotions, si je pense à tes émotions, tu peux voir tes émotions. Pour ceux qui sont plus kinesthésiques, ils vont les sentir. On peut ressentir. On sent souvent mal à l'estomac. Exactement. On sent mal à la poitrine. Le plexus solaire, oui, la poitrine. Ou un ressent. stress qui écrase. Oui, ça se ressent, oui. On le sent physiquement. Donc, si tu peux sentir ça, c'est que tu es plus que ça. Et tout le problème qui se produit avec les émotions, c'est qu'à un moment donné, on est absorbé par les émotions. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le E, ici, les émotions, ils prennent de la place, ils prennent de la place, ils prennent de la place, puis ils tassent le jeu. Ils prennent tout le champ. Et là, tu deviens un physique avec des émotions. Puis un physique avec des émotions, ça donne quoi? T'enlèves le mental, t'enlèves les connaissances. Ça devient quelqu'un de... Comme un robot? Non. Moi, j'aurais dit une bombe, mais... Ça devient un animal. Oh. Un animal, il n'y a pas de technologie. Il y a des émotions, il vit des choses. Tu sais, il va à la chasse, c'est un prédateur. Ouais. Il a son physique. Oui. Puis un physique. Mais il n'y a pas de mental. Donc, comportement très, très agressif qui rentre sous le programme survie. Oui. Programme inconscient, survie. Puis dans le programme de survie, il y a 2 paramètres. C'est freeze, tu gèles, tu ne bouges pas. Ou bien non, tu fight, tu fonces, puis tu te bats. C'est la guerre, tu sais, là, tu peux le temps de penser, là. C'est les niveaux du réflexe interne. Oui. Ça, c'est vraiment la description des émotions. Ça, c'est une définition pure des émotions. Oui, vraiment.
Toi, tu as compris ça? Bah oui, j'ai compris. C'est magnifique. Oui. Ça illustre le phénomène. Hein? Oui. Puis ce qui est le fun, c'est que le modèle est très simple et en même temps très puissant. Parce que si j'enlève les émotions, qu'est-ce qui reste? Le mental puis le physique. Oui. Et ça, c'est, tu l'as dit tantôt, un robot. Un robot. T'es en plein ça. Ouais. On calibre ces deux paramètres-là d'un robot, puis on fait faire des choses tant qu'on veut, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pas d'événements, pas d'accidents, pas de surtemps. Ouais. C'est tout le développement de la technologie robotique qui est basé là-dessus. Fait que le facteur humain le plus coriace, il est ici. Les émotions. L'identifié. Ouais. C'est les émotions, c'est l'énergie. Fais-tu du sens? Très bon. Oui. Moi, ça fait beaucoup me va. de sens avec l'image de la voiture. Je crois que vraiment pertinent. La voiture, ça illustre très bien la situation. Très bien. Merci. Souvent, les gens, il faut qu'ils sentent, il faut qu'ils le voient. Oui. Il faut qu'ils soient capables de visualiser et de dire, oui, si je pars avec ma voiture, c'est vrai. J'ai un physique, j'ai une technologie, j'ai de l'essence, mais elle va nulle part. C'est moi qui décide. Quel chemin je vais prendre, à quelle vitesse je vais aller, puis tout ça. Oui. Ça fait que tu intègres les paramètres. C'est le but du jeu. Question, interrogation, ostination. Vas-y, Paul. Pour un étudiant, pour un ingénieur, pourquoi c'est important de reprendre le contrôle de ses émotions? Bon. Parce que si tu ne contrôles pas tes émotions, c'est tes émotions qui vont te contrôler. Comment ça? Quand tes émotions te contrôlent, tu perds ton jeu. Et là, tu fais des conneries. Ouais. Vraiment des conneries, là, les pires conneries que tu peux imaginer. Là, parce que tu n'as plus de sens critique, tu n'as plus de mental. C'est que tu pars à la dérive en fonction de l'énergie qui est accumulée ici. Puis cette énergie-là, ben, ça fonctionne avec la charge émotionnelle. Ça, je veux dire, la charge émotionnelle va activer certains programmes. Puis selon le niveau de charge, plus que la charge est élevée, plus que le programme va être puissant et il va essayer de te protéger. Puis souvent, la meilleure protection, c'est l'attaque. Ouais. Et c'est pour ça que ça dérape. C'est pour ça que dans les équipes, il y a tellement de conflits. Dans les équipes de projet, que ce soit à l'école, à l'ETS ou en entreprise, il y a généralement des conflits entre les membres de l'équipe. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens ne le savent pas. Ici, il y a des éléments déclencheurs. Dans son enfance, dans sa vie avant, il a vécu des événements qu'il n'a pas intégrés. C'est comme de l'énergie, des bulles d'énergie qui sont stockées. Qui sont stockées, puis qui vont être activées par une charge émotionnelle. Extérieure. Ça n'a rien à voir avec la personne qui pousse la charge. Oui. C'est à l'intérieur de lui, il y a comme une résonance. OK. C'est comme une radio qui reçoit un signal. Tac, elle part. C'est une AM, un signal AM, elle part, elle roule. L'autre, c'est un FM, l'autre, c'est un stéréo, mais ça n'a rien à voir avec la charge externe. Mais celui qui reçoit l'attaque de son collègue ou de son ami étudiant, comment il faudrait aussi que lui soit assez en contrôle pour savoir que le bouton émotionnel auquel l'autre qui a déclenché, ce qu'il a dit par exemple, a déclenché chez l'autre, il faudrait qu'il soit conscient que c'est juste une réaction de l'autre. Exact. Ce qui arrive, ça on appelle ça la maturité émotionnelle. C'est que avec l'expérience, on s'aperçoit que, écoute, moi j'ai paniqué pour rien. Là. Ça, le message ne s'adressait même pas à moi, des fois. Ouais. Puis moi, j'ai disjoncté. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme à l'intérieur de moi qui a été activé, que je ne connais pas. D'où toute l'importance du coaching, puis de la connaissance de soi. Parce que quand tu te connais, tu essaies de rester au centre. C'est la verticale. Puis ce qui est le fun avec la vie, avec l'âge, avec les expériences, c'est que cette partie-là, ici, là, elle se développe. Le diamètre augmente. Ça fait que ça devient de plus en plus robuste. Ça fait que tu peux supporter des charges plus grandes parce que, un, tes déclencheurs émotionnels, ils sont faits. Et deux, tu as l'expérience, tu as l'expertise.
ce qui permet de recadrer les choses. Oui. Quand tu sais que c'est toi qui es 90% responsable de ce qui se passe, ben là, il faut que je me gère. Oui, mais c'est un peu comme si je suis avec un ami et un collègue, on est en projet de groupe, je lui dis un mot, il se fâche, oui. Et je lui dis, en fait, c'est toi qui es à 90% responsable de ta fâcherie, mais comment il va prendre ça? Je ne lui dis pas. La gestion, c'est que toi, tu es un peu comme un shock absorber. Oui. Le leadership, c'est être capable d'absorber la charge émotionnelle, puis de rester centré. Oui. Je comprends que là, il y a un problème, ça le fâche. OK, parfait. Là, tu vas dire, ben, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui ferait ton affaire? Tu vas essayer de négocier une entente pour diminuer la charge. Ou, je sais pas moi, à la pause, on va en parler. Tu sais. Ou souvent, une stratégie que les gens font quand ils ont des... Moi, souvent, j'avais des réunions avec le syndicat, j'étais responsable des comités santé et sécurité, puis au provincial, bien là, ce qui ne se réglait pas au local, ça montait au régional, puis après, ça montait au provincial, puis quand c'était au provincial, bien là, écoute, c'était des grenades, c'était des canons, c'était toutes sortes de choses, sauf la santé et sécurité. Oui. Fait que là, tu te dis, ouais, un instant, là, tu sais, ils ne les avaient pas réglés. Là, nous autres, tu sais, là, ce qu'on fait, là, on n'est plus dans les poubelles provinciales, là. On est en train de transformer ça en compost. Oui. Puis du compost, ça prend un certain temps. C'est un autre processus, c'est une autre méthode. Tu sais, il faut trouver des mots, pour des images pour faire comprendre à la personne qu'est-ce qui se passe. Oui. Puis qu'elle a un contrôle, un certain contrôle. Il faut lui redonner ce contrôle-là. Puis souvent, ce qui fait que la personne va avoir un contrôle, c'est qu'elle a un modèle en face d'elle, un gestionnaire qui se tient debout puis qui reste centré. Lui, il n'est pas parti à dérive. Il reste calme. Il a accueilli ce que j'ai dit. Il a recadré ça. C'est bon, écoute, ça arrive souvent. Dans le projet, il y a des choses qui te choquent à ce point-là. Là, je comprends que ça a été vexé ou tu as un problème, là, mais on va travailler ensemble à l'extérieur. Puis, dans l'ordre du jour, souvent, moi, ce que je faisais, c'est juste avant la pause, je vais mettre le sujet le plus hot, qui est plus propice au conflit. Et là, les gens vont partir en pause, puis là, ils vont choisir entre eux autres. Puis là, ils vont ventiler. Quand ils reviennent, des fois, ils ont une perception complètement différente. Ah, je vois. Parce qu'ils ont échangé. Ouais. Oui. Parce que quand tu es tout seul avec ta bulle émotionnelle, elle t'envahit. Oui. Parce que c'est dur à gérer les émotions. C'est immatériel. Nous, ce qu'on a comme outil en PNL, en coaching, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire, « Wow, mais ton émotion, là, elle a quelle couleur? Tu vois rouge? Tu vois quoi? » Tu sais? On va l'amener à définir son émotion. Elle a quelle forme? Es-tu ronde? Es-tu carré? Oui. C'est-tu une batte de baseball? Qu'est-ce que tu vois dans l'émotion? Puis si elle est dans ton corps, elle sera à quel endroit? Es-tu au plexus solaire? Es-tu dans tes jambes, à tes crasses? Et ça, ce que ça permet, quand tu peux mettre des mots sur un phénomène, tu peux t'en dissocier. Ouais. Tu peux le gérer. Là, le je peut revenir. Parce qu'il tasse l'émotion à sa place. Tu voulais que je repose une question? Oui, excuse-moi. Oui. Mais là, on voit que la communication entre les personnes au sein d'un groupe ou d'une même entreprise est vraiment importante. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi pour gérer l'émotion? Oui. Le premier moyen, c'est d'observer. Observer l'émotion. Si je vous donne juste un petit exemple, mettons, je demande à une personne, nomme-moi 4 émotions. La personne va dire, sûrement la peine, la colère, ouais. Quoi d'autre? La peur. La peur. Ouais. Le stress. L'anxiété. L'anxiété, oui. La joie. La joie. La joie, tout à fait. Fait qu'on est rendu à 5. 5, 6, là, faut que tu forces. Tu as 6 mots pour décrire tout le continuum des émotions d'un être humain. Puis là, tu essaies de gérer ça. C'est comme si tu avais 6 mots pour décrire toutes les TI. Tu sais. Ouais. Gère ça avec ces 6 mots-là. C'est sûr qu'il y a des algorithmes qui vont sauter quelque part. Donc, il faut aider les gens à prendre connaissance de c'est quoi les émotions pour qu'ils puissent les identifier,
2, après, les gérer. Puis 3, les utiliser d'une façon efficace. Parce que c'est de l'énergie. Rappelez-vous l'auto. Ouais. C'est de l'énergie. C'est ça qui fait que tu es vivant puis que tu as de l'énergie pour faire quelque chose. C'est comme l'auto. Si tu mets le feu dans ton réservoir à essence, ça va faire des dommages. Oui, bien sûr. Donc, il faut avoir un processus pour gérer. Puis ça, on ne l'a pas appris. À l'école, on n'apprend pas ça. Justement. On le découvre dans la vie avec les événements, les accidents. Puis c'est un peu tabou en entreprise, non, de parler des émotions Ça commence à ouvrir un peu. Mais je dirais que la gente féminine est plus ouverte que les hommes là-dessus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont une sensibilité. Et aussi, c'est permis. Une femme, elle peut exprimer ses émotions. Un homme qui va pleurer, écoute, franchement, c'est un homme de toi, là, tu sais. Ouais. Il y a des choses pires que ça dans la vie, là, tu sais, je veux bien comprendre, regarde, écoute. C'est ça. Fais-moi pas honte. Tu comprends-tu? C'est des valeurs qui sont différentes, là, tu sais. Ouais. On ne valorise pas les mêmes choses chez un homme que chez une femme. Ouais. Pourtant, l'homme, il a exactement la même panoplie d'émotions, sauf qu'ils sont bloqués. Ouais. Bloqués. Pour ça qu'à un moment donné, le disjoncteur lève, tu sais. La chair est trop élevée. Puis là, il se produit ce qu'on voit ici. Le jeu disparaît, puis là, il nous pique une colère. Puis, en plus, c'est parce que c'est dur pour l'organisme. Quelqu'un qui se met en colère, c'est pas bon pour l'organisme. C'est une contrainte incroyable. Oui, mais il y a des gens qui restent en colère pendant des heures. Oui. Est-ce que ça a un impact sur leur corps? Tout à fait. Le cœur, la pression cardiaque, écoute, c'est énorme. Il y en a qui vont faire des crises cardiaques s'ils ne sont pas assez en forme physiquement. Mais la différence entre une émotion et un sentiment, c'est que normalement, une émotion, c'est spontané. C'est universel, donc on ne juge pas ça. Tout le monde a des émotions. Puis ça ne dure pas longtemps. 5 secondes à 1 minute. De passer 1 minute ou 2, là, c'est... T'es fait fort en tabarouette. Ouais. Parce que ça prend tellement d'énergie qui est concentrée dans cette émotion-là que le corps ne résistera pas, tu sais. Ouais. Là, il va y avoir des soupapes qui vont virer du côté physique. Il y aura des séquelles du côté physique maintenant. À ce moment-là, il y aura les séquelles du côté physique. Oui, tout à fait. Il va devenir rouge, il va chauffer, il va perdre le contrôle, il va même perdre connaissance. Tellement que l'énergie est puissante. T'sais. Ils ont tellement accumulé que... ils sont partis ailleurs. Complètement ailleurs. C'est vraiment... c'est un sujet passionnant. Est-ce que vous avez des conseils ou des outils à donner aux étudiants, par exemple de l'ETS, qui ont du mal un peu à gérer leurs émotions par rapport aux examens ou à la recherche de stages, etc. Ouais. C'est vrai que le premier conseil, c'est se centrer. Arriver à un état de bien-être avant l'examen. Puis pour faire ça, pour générer cet état de bien-être-là, c'est faire quelque chose qu'ils aiment. Ça peut être jaser économie, ça peut être prendre un café, ça peut être prendre une marche dehors. C'est quelque chose qui va générer une énergie positive en eux. Oui. Contrairement dit, ce qu'on fait, on les met de niveau. D'accord. Vertical. Une fois qu'ils sont verticales, c'est que là, ils ont accès à leurs ressources. Là, le stress diminue. Tu vois, c'est vrai, je me suis préparé, c'est correct. C'est normal d'avoir un peu de stress avant l'examen, hein? C'est normal. Oui, tout à fait. Les artistes, ils ont ça, ils ont le trac comme aller sur la scène. Oui. Pourtant, ils font un spectacle incroyable. Donc, c'est le stress, il permet d'avoir une performance inouïe, si tu le gères. Oui. Comment, c'est ça, la gestion du stress, c'est ça, justement. Avant l'examen, oui. Ça, j'ai un autre petit croquis pour ça. Tu imagines que ça, ici, là, hein, c'est comme un ressort. Puis le ressort, ben lui, il y a des zones. Ici, il y a la zone verte, la zone jaune, la zone rouge. C'est que il y a certaines personnes, selon leur génétique, selon leur expérience, ont besoin de stress pour performer. Moi, je fais partie de ces gens-là. Oui. Puis ça a une contre-valeur, c'est que si je suis responsable d'une équipe, je supporte beaucoup le stress,
On dit, écoute, l'autre, regarde, t'es dans le vert, là. Tu sais, parce qu'on projette. On projette notre façon d'être chez l'autre. Oui. Si moi, je suis bon là-dedans, lui, il est bon aussi, tu sais. Ça me stresse pas. Pourquoi que ça le stresserait, lui, tu sais? Jusqu'à temps que tu aies une communication, puis que tu identifies c'est quoi que le stress. Oui. Donc, c'est comme un ressort, puis il y a différentes zones. Tu es dans la zone verte, tu es dans la zone rouge. Faut pas y aller. Ça fait que quand tu arrives dans le jaune, ben là, tu dis, hop là, un drapeau. Un drapeau jaune qui dit, attention, il faut que je me repose, il faut que je prenne une pause, il faut que je prenne un café, il faut que je me détende. C'est la connaissance de soi. C'est ça, la connaissance de soi. Puis ça, tu peux imaginer, c'est comme un ressort avec différents matériaux. Oui. Il y a des ressorts, des casse-points chez les autos. Oui. Il y en a qui sont forts, puis il y en a qui sont moins forts, selon tu as une Porsche. Oui. Je sais pas, on a une idée, c'est pas la même catégorie. Oui, justement, oui. C'est la même chose pour les êtres humains. Il y a différentes catégories. Puis ça, quand tu te connais, ben, tu peux comparer avec les autres, puis tu vas voir, c'est quoi. Où est ta zone optimum de performance? Oui. Puis ça, c'est la connaissance de soi, tu sais. Il y en a qui, sous la pression, ils vont figer. Puis il y en a d'autres, ça les allume. Hey, wow, ça, c'est un défi. Les mots que tu vas utiliser pour décrire ce qui s'en vient définissent qui tu es par rapport à ça. Oui. Ça fait du sens? Oui, ça fait du Oui, sens. Donc, l'idée, sens. c'est vraiment de stresser avant. Avant l'examen? Avant l'examen, tu sais, fais-toi confiance. La journée avant, là, repose-toi, tu sais. Oui. Pour arriver en forme. Même si l'étudiant n'a pas bien révisé ses leçons? Ou alors qu'il n'aime pas la matière en Bon, question. Là, c'est dans un cours en génie, tu peux pas tout aimer. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Il y a tellement de matière. Faut Ouais. que tu te fasses une idée. Genre avec tes autres, tes copains, ils vont te dire, regarde-moi, ce cours-là, j'ai haï ça à mort. Je suis allé pareil, je me suis fait de violence. J'ai passé avec l'idée, tu sais. Ouais. Mais j'ai passé pareil, tu sais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, la détermination, tu sais, si tu veux être ingénieur, il faut que tu travailles un petit peu aussi, tu sais. Oui. C'est pas comme aller jouer au golf, tu sais. Ça. Puis même au golf, des fois, si tu veux faire un bon score, il faut que tu te concentres. Puis... Donc, il y a une exigence dans la performance. Oui. Puis ça, il faut le comprendre, tu sais. Puis les autres aussi sont dans le même bateau, là, tu sais. Il n'y a pas juste toi, on te pénalise Justement, pas. oui. C'est tout le monde. Tout le monde, le groupe passe à travers. Oui. Donc ça permet de relativer aussi. Oui. C'est pas tout seul. En période de conflit, c'est plus difficile parce que là, c'est souvent un à un. C'est là qu'il faut que tu utilises un vocabulaire puis une façon de... Nous, on appelle ça un ancrage d'excellence. Oui. Juste la posture physique, tu sais. La posture, juste. Oui, tout à fait. Moi, c'est bizarre, hein, je suis assis, là. Assis, là. Puis, j'ai pas du tout la même énergie que quand je suis debout. Oui. Non. Puis la perception est différente aussi. Oui. Tu vois ça? Oui, c'est vrai. Ça, c'est un exemple. La perception concret. est différente, là. La posture influence ton énergie. Elle influence aussi l'accès à l'information. Puis moi, j'étais habitué d'enseigner. Là où je donnais des cours en gestion. Puis à un moment donné, j'ai suivi des cours. Puis là, j'étais là. Puis je disais, ouais, il me semble, je n'ai pas perdu, ça se peut pas. Ouais. Je comprenais ça, hein, comme ça, tu sais. Puis là, tu te lèves debout pour parler. Puis, bon, ah, ben là, oui, écoute, c'est clair, je comprends très bien. Oui, je vois. Tu sais, c'est une autre énergie. Ouais. La posture a changé. Oui. Là, je comprends pourquoi vous avez fait le podcast debout. Oui. La posture, en fait. La posture, on appelle ça une posture d'excellence. Oui. Puis l'expression, c'est tenir debout aussi, tu sais. Que le public... il y a un fond de vérité derrière ça, il y a une intelligence collective. Oui. Puis ce qui est intéressant avec la PNL, c'est que les gens, quand ils s'expriment, ils utilisent des mots. Tu sais. Par exemple, il arrive un événement, c'est hey, quand j'ai vu ça, la mâchoire y est tombée. Ça y a coupé les deux jambes. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui est kinesthésique. Tu sais. C'est son corps, c'est important. Ça veut dire que son critère de certitude, quelque chose est vrai, il faut que ça passe par le corps. Ouais. Oui. L'autre va dire, je vois ce que tu veux dire. OK, parfait. Fais-moi un tableau là-dessus, puis amène ça dans le tableau de bord, ça va être parfait. Tu sais. C'est visuel. Ouais. L'autre va dire, bon, on va en jaser ensemble, là, puis on s'est entendu. Tu sais. Souvent, les contremaîtres, c'est comme ça. C'est plus auditif. Ouais. Ça fait que le vocabulaire utilisé décrit
son canal principal. Monsieur Bouffard, merci beaucoup. Je pense qu'on va inviter Monsieur Bouffard pour un autre podcast parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. Mais il faut qu'on se lève là pour changer de posture. Oui, changer d'énergie. C'est ça. Peut-être qu'on peut finir le podcast sur une note positive pour les personnes qui nous écoutent. Exactement. Moi, je dirais, vous êtes condamnés au succès. Ouais. Peu importe ce que vous allez faire, ça va marcher. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. C'est un plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast. On remercie M. Bouffard d'être venu. Merci. Et je pense qu'on va l'inviter pour un autre podcast parce que là, on a changé de posture. Oui, et puis on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. Et à la prochaine, M. Bouffard. Oui, certainement. Au plaisir. Ouais. Merci. Merci.